cette table ronde, c'était une séance de discussion en fait autour du programme fédérateur sur donc la recherche sur l'organique. Vous allez voir ce que nous allons faire, c'est rapidement pendant 10 minutes, je vais vous faire une petite présentation extrêmement succincte de la vision du ministère de l'Agriculture par rapport au système national de la recherche agricole. Vous allez voir comment est-ce qu'on a essayé de voir un petit peu comment on peut traiter les choses de manière globale tous ensemble, de point de vue, bien entendu, thématique, mais également de point de vue également organisation, comment peut-on nous organiser tous ensemble. Et puis, par la suite, nous allons ouvrir une petite discussion tous ensemble par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce que nous pouvons faire ensemble dans l'avenir. Bien entendu, il y a dans cet effort, il y a certainement beaucoup d'autres questions par rapport au processus qui a été engagé par l'ONZOA pendant au moins 2 années pour essayer d'avoir des collègues de différentes institutions pour participer et discuter la vision par rapport à cette filière pavillonnière, étant certain qu'il y a énormément de travaux qui sont faits par ailleurs. Et votre congrès, le premier, le deuxième et le troisième, montre qu'il y a beaucoup de résultats de recherche. Mais on les faisait toujours de manière un peu séparée, de manière disparate. Mais chacun se débrouille pour avoir les moyens pour travailler. Ça, c'est vraiment un point fort des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui essaient de trouver les moyens pour travailler. Ils n'ont pas nécessairement de budget spécifique donné par l'État, mais ils se démerdent suffisamment bien pour avoir un peu de moyens pour pouvoir travailler. Donc nous voulons sortir de cet engrenage et avoir plus de visibilité pour l'État, mais également avoir plus de visibilité pour les chercheurs en termes d'organisation. Et c'est en fait l'objectif de ce que nous avons fait. Dans ce cadre-là, il y avait donc une étude de diagnostic qui a été démarrée en 2012 à travers un certain nombre de consultations internationales, notamment des équipes américaines, des équipes françaises et des équipes australiennes qui nous ont accompagnés dans un premier temps par rapport à un benchmark international. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la recherche agricole en général? Comment peut-on nous organiser? Nous avons des points forts certainement, mais nous avons vraiment beaucoup de points faibles. Et beaucoup de points faibles sont au niveau de la gouvernance, au niveau de l'organisation. Et dans ce cadre-là, le ministère avait lancé une étude qui a duré 2-3 années, 2 années disons globalement, et cette étude a été présentée en 2013. Approuvée. Les résultats de cette étude ont été partagés avec les tutelles au niveau de l'agriculture, mais également au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau du ministère des Finances, parce qu'il y a des implications importantes de point de vue budget et de point de vue de sociaux à avoir pour le système. Je vais vous présenter très brièvement et très rapidement quelques éléments. La stratégie est très longue, etc., mais quelques éléments qui vont nous permettre de discuter par la suite. Remarquez tout de suite qu'il y a une date du réunion avec le ministère des Finances pour les convaincre. Il l'a enlevé, donc nous sommes aujourd'hui. On va la considérer comme étant d'aujourd'hui. Bien. Alors, le système de recherche. Communément, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous considérons donc le système national de la recherche et de la formation agricole comme étant restreint, dans un premier temps, aux institutions sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Une institution à 100% dédiée à la recherche, qui est l'Institut national de la recherche agronomique, aussi vieux que l'Institut scientifique de Rabat, sinon un peu plus, c'est l'Institut d'hygiène. Ce sont des institutions qui ont été créées au début du protectorat. L'INRA a été créée, en fait, les premiers prémices de la recherche ont été en 1914. Donc, il y a une année, nous avions célébré le centenaire de cette institution. C'est une vieille dame, mais une vieille dame qui a su s'acclimater au fur et à mesure, en fonction des stratégies, en fonction des politiques. Et l'État avait toujours donné un peu de moyens par rapport à ce secteur. Comme au niveau international, la recherche agricole était toujours séparée de la recherche scientifique globale. Même au niveau international, vous connaissez le CGIAR,
Et le CGAR, qui a commencé au début des années 70, a été une branche de la recherche scientifique dédiée essentiellement à la recherche agricole, comme vous le connaissez, avec 15 centres internationaux, etc. etc. Donc, comme le Maroc est un pays qui suivait pratiquement à la lettre l'approche française, dans ses approches d'école, etc., la recherche et l'enseignement agricole a été sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Beaucoup de pays ont changé ce fait, mais chez nous, c'est encore le cas. Même au niveau de l'Europe aussi, c'est au niveau de la France, c'est encore le cas. Mais ça n'empêche d'avoir des relations horizontales et des relations de collaboration, de partenariat. Ce qui fait que les budgets sont toujours des budgets qui sont alloués aux différents ministères et sont les ministères qui allouent une partie de leur budget au niveau de leurs institutions. Encore un autre élément, les institutions de recherche ont toujours eu un peu plus de moyens pour la recherche que les institutions d'enseignement supérieur. On avait considéré pendant longtemps que l'enseignement supérieur s'est dédié essentiellement à l'enseignement. Et que la composante recherche dans le budget, moi je dis, est insignifiante par rapport au budget de ces institutions. S'il n'y avait pas les enseignants qui font le travail, qui vont chercher les projets, je ne pense pas qu'on aurait fait beaucoup de travaux de recherche. Et ça, c'est le mérite des enseignants-chercheurs qui l'ont toujours fait. Alors, par rapport à ça, je vous fais grâce à la stratégie de développement agricole. Et la stratégie de développement agricole, dans pluriel, ça veut dire pas seulement la production, mais également avec tous les professionnels qui sont autour. Disons, suivant la chaîne de valeur des différentes filières de production. Et puis assurer le transfert de connaissances auprès des professionnels. Donc, deux éléments importants. Nous sommes appelés à faire de la recherche finalisée. Je n'aime pas du tout, personnellement, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, tout ça, ça n'a rien. On peut avoir une très bonne recherche de base, que j'appelle de base fondamentale, mais qui a des applications directes au niveau de l'appliqué. Et cette opposition n'existe aujourd'hui qu'au niveau du monde francophone. Le monde anglo-saxon a dépassé complètement fondamental, appliqué, etc. On fait de la recherche. On fait de la recherche dédiée à un certain nombre de secteurs, et toutes ces recherches doivent avoir une application au niveau utilisation. Et plus que ça, aujourd'hui, le CGAR, par exemple, exige des programmes de recherche qu'il y ait un impact. Non seulement des recherches avec résultats, mais des recherches qui ont un impact sur la société. Et nous avons suivi donc ce point-là. Le deuxième point, c'est la partie compétences. On peut faire de la recherche, mais il faut qu'il y ait des compétences. Et là, le rôle des institutions de formation et de recherche au niveau supérieur a un rôle très fondamental. D'abord, assurer une formation de qualité et bien orientée par rapport aux priorités du pays, priorité par rapport au marché d'emploi, assurer la disponibilité de ressources humaines en quantité suffisante pour répondre aux besoins des différents secteurs. Aujourd'hui, c'est le secteur agricole sur lequel nous sommes en train de discuter. Il y a un certain nombre d'autres orientations, cette fois-ci, qui sont des objectifs stratégiques horizontaux, qui concernent aussi bien le volet savoir que le volet compétences. Au niveau du volet globalement, donc améliorer l'attractivité des métiers de la formation et de la recherche. Moi, je dis toujours à mes collègues que ce sont les personnes piquées par un virus qui s'appelle la recherche, qui continuent à faire de la recherche. Ce sont des gens qui veulent faire la recherche, mais pas tous. D'autres préfèrent aller vers le business et seront riches, mais les chercheurs jamais ne seront riches, ni les enseignants-chercheurs, ni les chercheurs. Ce sont des gens qui vont contribuer, qui veulent travailler, qui vont faire le travail, mais qui sont motivés pour le faire. Une grande partie sont motivés pour le faire, c'est pour ça qu'ils restent dans le secteur. D'autres qui ont commencé et qui trouvent que ce n'est pas intéressant ont déjà quitté et sont partis. Donc l'attractivité, nous devons améliorer l'attractivité du secteur de la recherche pour que les gens puissent venir travailler dans la recherche. Aujourd'hui, le secteur n'est pas très attractif. Deuxièmement, c'est développer un cadre incitatif pour une implication accrue des professionnels. Il est anormal que dans notre pays, la contribution du privé est relativement faible par rapport à d'autres pays. Dans les budgets de recherche globaux, le privé ne participe pas beaucoup. C'est l'État qui donne tout, pratiquement, et le privé ne contribue pas. Ce n'est que dernièrement, pendant les 10 dernières années, que le privé a commencé à s'intéresser et à donner un peu plus de données, c'est-à-dire rentrer en partenariat, rentrer en convention avec des institutions de recherche ou d'enseignement supérieur pour avoir donc des résultats qu'ils veulent avoir. Et puis encourager l'intégration des systèmes.
système séparé, système très disloqué. Nous avons créé des institutions partout. Et aujourd'hui, il est temps de se regrouper encore une fois, comme l'ont fait d'autres pays. La fièvre du disloqué et la fièvre d'avoir plusieurs institutions dans chaque région, etc., maintenant passé, il faut se ressouder ensemble, il faut travailler en commun. Et ça, c'est une orientation stratégique importante, comme ce que fait le ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, qu'il a déjà fait à Rabat, en train de faire à Casa, il va le faire ailleurs aussi, etc. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas que s'arrêter là, il faut aller vers des pôles de compétences plus élargis, avec des synergies. Et puis, le dernier point, c'est assurer l'orientation et le pilotage du système à travers un dispositif de gouvernance efficace. La gouvernance faisait toujours défaut. Prenez toutes les institutions de formation et de recherche au niveau national, la partie gouvernance, la partie administrative est relativement faible. Ce sont les enseignants aussi, chercheurs, qui font beaucoup de travail administratif, à la place d'une administration efficace. Ça, ce sont les éléments diagnostiques qui sont aujourd'hui traduits sous forme d'objectifs stratégiques. Donc, le dispositif actuel, comme je vous ai dit, au niveau du ministère, c'est des institutions dédiées essentiellement à la recherche, comme l'INRA, des institutions dédiées à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui sont les trois institutions que j'ai citées tout à l'heure, mais il ne faut pas négliger toujours une partie très importante, vous le savez, les chercheurs le savent, au niveau de vos laboratoires, vous avez besoin de techniciens. Et les techniciens, c'est la cheville ouvrière qu'on oublie très souvent dans tout le processus. Si vous êtes dans un laboratoire et que vous n'avez pas de bons techniciens, à qui il faut faire également des avantages pour qu'ils puissent progresser par la suite, qu'ils ne restent jamais techniciens, qu'ils puissent progresser pour être des bons chercheurs. Et vous avez dans tout le monde, dans tous les pays du monde, vous avez des techniciens qui ont demeuré techniciens et qui sont devenus des grands scientifiques par la suite, par la pratique et par le travail au niveau des laboratoires. Et ça, c'est un défaut aujourd'hui. Combien d'institutions demandent des postes budgétaires pour les techniciens, on leur donne jamais rien. On dit ça, mais ceci, c'est le système passé. Ça, c'était à partir du diagnostic, le système passé. Nous allons voir comment on va intégrer tout le monde par la suite. Donc, la feuille de route par rapport à cette stratégie est dédiée en 10 dossiers. Au niveau du savoir, 3 dossiers importants. C'est de définir un plan national de recherche agronomique, je dirais agricole, parce qu'on dit agronomique, on élimine la partie élevage et la partie vétérinaire, mais agricole, basé sur l'approche filière. Encore une fois, comme le plan Maroc Vert est basé sur les filières et sur un certain nombre de domaines transverses, des domaines qui ne sont pas liés spécialement à une filière, mais qui sont d'application beaucoup plus large. Le deuxième volet, le deuxième dossier, c'est de développer une recherche collaborative, efficiente au service de l'agriculture marocaine. Ça veut dire qu'on voudrait que ce soit quelque chose pour le pays, parce que le pays va donner les moyens pour répondre aux besoins du pays. Et puis, il faut que ce soit collaboratif. Troisième dossier, c'est de valoriser les connaissances acquises à travers des dispositifs de transfert et de commercialisation performants. Nous faisons beaucoup de travail, mais le retour sur investissement pour l'État ou pour les institutions qui font le travail est relativement faible. Nous ne vendons pas suffisamment ce que nous faisons. Il faut absolument que le diagnostic a montré qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui arrivent à des brevets, qui arrivent à des variétés, qui arrivent à des technologies, mais on ne les valorise pas suffisamment pour faire rentrer des moyens. Et le ministère des Finances vous dit aujourd'hui, on vous donne les moyens comme investissement, vous devez avoir un retour sur investissement. Certaines institutions le font bien, d'autres ne le font pas encore, et c'est en fonction de leur capacité. 3 dossiers dans la partie compétences, c'est de définir un programme national d'enseignement supérieur et de formation professionnelle au niveau national en des statuts effectifs de chercheurs. Mais le reste, c'est des ingénieurs qu'on a recrutés ou c'est des enseignants qui travaillent, mais ce n'est pas un statut de chercheur. Et ça, c'est un volet aussi structurant et important en termes de gouvernance qu'il faudrait absolument travailler. Et je vous dirai peut-être dans la discussion qu'est-ce que nous avons fait à l'INRA jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres institutions au niveau national prennent l'exemple pour pouvoir continuer également à travailler en commun. Et puis, impliquer davantage les professionnels dans l'orientation et le financement. Si nous travaillons pour la profession, il faut absolument que la profession met des moyens également, parce que c'est la profession qui en bénéficie, et il faut qu'elle mette les moyens. Renforcer l'intégration des acteurs du système national,
la formation de la recherche, et finalement mettre en place un système de gouvernance approprié. Ce sont les 10 chantiers importants qui ont déjà démarré au sein du ministère. Beaucoup de chantiers sont travaillés également avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il n'y ait pas de double emploi, surtout dans la partie enseignement supérieur, parce que les institutions de formation supérieure sont régies par la loi 0100. Donc ils sont obligés de faire valider leur cursus et tout ce qu'ils font à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Bien. Ces orientations doivent se traduire en objectifs. Si vous prenez la recherche, par exemple, en 2011, la partie recherche, en grande partie l'INRA, c'était aux environs de 230 millions de dirhams. Lorsque je dis ce chiffre, un certain nombre de collègues dans les universités disent « vous êtes riches ». C'est vrai, lorsqu'on fait la comparaison. Mais la quantité de travail à faire, etc., ce n'est même pas suffisant par rapport au secteur. Et c'est pour ça que nous nous sommes défendus pour avoir plus de moyens, en termes de ressources financières, mais également en termes de ressources humaines. La cible qui a été faite jusqu'en 2018, c'est de passer de 230 millions de dirhams vers 361 millions de dirhams. Bien entendu, la partie également au niveau des lauréats, au niveau de l'enseignement agricole, c'est également un élément important, avec des budgets relativement importants, mais vous voyez que dans ce cas-là, l'essentiel du budget, ce sont les salaires des enseignants, chercheurs, qui sont prévus dans le cadre. Si vous arrivez à la partie administrative ou à la partie recherche, vous trouvez que ce sont des volumes relativement médiocres et insignifiants par rapport à ceci. Et puis, bien entendu, c'est ça que je voulais effectivement discuter avec vous aujourd'hui. Auparavant, ces institutions, et normalement l'INRA, qui est chargée en grande partie au niveau de l'orientation des aspects recherche au niveau national, a été organisée et depuis très longtemps régionalisée. L'INRA avait des centres régionaux. Vous avez un centre régional à Agadir, un autre à Marrakech, à Meknès, à Tanger, etc., etc. Et cette décentralisation était très importante par rapport aux zones agroécologiques du pays. Et chaque zone agroécologique a ses spécificités. Et c'est là où nous pouvons développer des pôles de compétences. Et le budget même de l'INRA, il est régionalisé. Ça veut dire que nous avons les moyens et puis on les distribue. On les distribue au niveau, mais en fonction des orientations de recherche et des projets. Avec, bien sûr, un suivi de ces projets-là par rapport à ce qu'ils apportent, etc. Mais nous avons toujours, même avant cette stratégie, qui disent que nous n'avons pas suffisamment de moyens humains en particulier. Il faut absolument travailler au niveau horizontal avec tous les acteurs du système national, cette fois-ci global de la recherche scientifique. Et c'est pour ça que l'INRA pratiquement a des conventions avec toutes les universités. Beaucoup d'étudiants viennent travailler dans notre institution. Ce n'est pas parce qu'ils veulent venir travailler, parce que dans leur institution, il n'y a pas de moyens pour qu'ils puissent travailler. Donc nous pouvons offrir les labos, nous pouvons offrir, disons, le travail, les moyens de locomotion, etc., les produits, etc. Et ils viennent travailler sur des priorités nationales. Ça, c'est très intéressant. Ils peuvent faire leur thèse. Et de l'autre côté également, beaucoup de jeunes chercheurs, au niveau des marques qui sont recrutés, font leur thèse au niveau des universités. Donc il y a une certaine synergie, une certaine complémentarité souhaitée. On le faisait de manière spontanée, mais il faut institutionnaliser tout ça. Il faut l'institutionnaliser. Donc, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de faire remonter les besoins à partir de la base. On peut démarrer plus bas, ici en bas. Vous avez aujourd'hui le conseil agricole. Alors, le conseil agricole, jusqu'à il y a 4 années, c'était en fait, au niveau du statut de l'INRA, il y a un volet recherche et un volet vulgarisation, transfert technologique. Mais ça n'a jamais fonctionné de manière convenable parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources. Et les pouvoirs publics ont créé l'ONCA, l'Office national du conseil agricole, et on lui a donné une certaine, au niveau institutionnel, une certaine identité. C'est un office, c'est un établissement public, qui a un conseil d'administration et qui doit être, en principe, questionné sur les moyens qu'on lui donne et sur le résultat. Alors, ce conseil est important, et c'est à partir de ce conseil qu'on peut faire remonter des questions de recherche. Mais également les agriculteurs et les associations d'agriculteurs avec lesquelles nous travaillons, très souvent, on a également des remontées d'informations par rapport à ce que nous pouvons faire. Les interprofessions,
la FIMARGAN, est une interprofession. On ne peut plus aujourd'hui leur imposer ce que nous voulons faire en termes de recherche. Il faut qu'on discute avec les professionnels pour nous dire voici nos besoins en recherche. Et nous devons les prendre en considération. Et vous allez voir qu'ils doivent contribuer au financement. Et puis également d'autres professionnels du secteur qui doivent également, au niveau des produits agrochimiques ou au niveau d'autre chose, qui doivent également travailler au niveau de la commercialisation, travailler avec nous. Tout ceci doit être coordonné pour faire remonter de l'information et la discuter à travers des groupes consultatifs au niveau des régions. Nous avions 16 régions, maintenant nous avons 12 régions. Nous allons mettre en place dans chaque région un groupe consultatif régional avec les institutions impliquées. C'est ce que l'ONZOA a commencé à faire dans sa mission d'encouragement de la recherche sur cette partie filière à gagner ici, mais on l'a fait également pour le safran, on le fait pour la rose à parfum, et on le fait pour différentes spéculations filières qui sont là, et chaque filière aura un programme d'action qui émane à partir de la base. Bien entendu, vous avez également ceci, des comités techniques. Une fois que nous avions fait tout ça, on fait des comités techniques et on ajoute par rapport à ce que nous avons élaboré au niveau régional, au niveau des interprofessions, on ajoute une veille technologique au niveau international, une veille d'intelligence économique par rapport au marché international, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, quelles sont les nouvelles orientations, etc. Et à partir de là, il y a la création de deux organes importants en termes de gouvernance. Le COSRA, qui est le Conseil d'orientation de la recherche agricole, et qui doit, si vous voulez, statuer sur les priorités, qui doit statuer sur les orientations. Et ce Conseil d'orientation de la recherche, qui est une étape inférieure par rapport au Conseil national de la recherche scientifique. Ça veut dire que ce conseil-là reporte également par coordination au Conseil supérieur, au Conseil national de la recherche scientifique. Et à ce niveau-là, ce conseil aura un fonds. Et ce fonds va être utilisé pour les projets. C'est exactement la même approche que ce qui a été fait avec le CNRST pendant les 3 dernières années. Ça veut dire donner un fonds, et ce fonds va être dédié à des priorités, et ces priorités vont être traduites en projets, et ces projets-là vont être suivis et réalisés. Maintenant, comment est-ce que tout ceci va fonctionner par la suite, au niveau des équipes? D'abord, on a pris les institutions de formation et de recherche sous tutelle du ministère de l'Agriculture pour pouvoir travailler cette fois-ci en équipe mixte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets qui vont être présentés dans un fonds de recherche qui va être dédié à des priorités particulières, lorsqu'il y a une équipe qui est composée d'une seule institution, on dit que c'est pas bon. Sauf s'ils justifient vraiment qu'ils ont une certaine expertise particulière. Mais sinon, les projets doivent être proposés par des unités mixtes de recherche. Unités mixtes de recherche peuvent comprendre l'INRA, comme Institution nationale de recherche agricole, les autres institutions de formation et de recherche au sein du ministère de l'Agriculture, c'est ce qu'on est en train d'ériger aujourd'hui en pôle polytechnique, comme une université agricole. C'est en cours, donc, les discussions. L'approbation a été déjà faite au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du ministère de l'Agriculture. Les finances, on est en train de discuter avec eux sur la Constitution. Et toutes les écoles au niveau du ministère vont être regroupées. Ça veut dire qu'il va y avoir un pôle avec un président ou un directeur général. Et sous ça, il va y avoir donc des écoles. Comme vous avez le président de l'université et les différentes facultés qui sont au-dessus, etc. Et là, également, c'est la chose importante. Il est impensable dans un pays comme le Maroc qui manque de ressources humaines importantes en termes de recherche, de ne pas inclure les universités à part entière. Parce que c'est là où les ressources importantes existent. Et là, les universités sont éligibles aux différentes unités mixtes de recherche. Et il y a un texte qui va régir les unités mixtes de recherche, bien entendu. Et puis également autres, au niveau national et international. Si pour des expertises particulières par rapport aux équipes de recherche, on n'a pas des compétences particulières, on va bien entendu faire appel à des collègues au niveau international pour nous accompagner. D'accord? Et peut-être qu'ils peuvent apporter une contribution financière aussi par rapport à leurs besoins. Beaucoup d'universitaires ou beaucoup de chercheurs ou professionnels étrangers voudraient travailler avec nous sur des thématiques, sur des filières qui les intéressent. L'Arganier est un exemple. Et maintenant, il faut que ça soit coordonné, il faut que ça soit organisé
pour qu'il n'y ait pas de... Vous savez, c'est très sensible quelquefois lorsque vous travaillez sur des choses de ce genre. Donc des équipes mixtes de recherche, bien formées. On pense à une équipe de 30 personnes, de 25 personnes, etc. C'est un peu élevé aujourd'hui, mais dans le cas où on ne peut pas faire une équipe mixte de recherche, on fait des équipes collaboratives. Alors, ça veut dire une recherche collaborative qui vont collaborer sans qu'il soit effectivement une unité mixte de recherche. Il n'y a pas ce concours suffisamment de personnes pour pouvoir travailler ensemble. Et par ce biais-là, on peut travailler en commun. Nous encourageons énormément le travail aussi avec des instituts de recherche avancée au niveau international. Quelquefois parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Quelquefois parce qu'ils connaissent mieux la dimension internationale. Mais en tout cas, nous sommes ouverts. Et le Maroc est ouvert à partager ses connaissances dans un cadre partenarial. On n'accepte plus chez nous, dans ce pays, de l'assistance technique. Nous ne voulons pas assister d'autres et nous ne voulons pas être assistés aussi. Nous changeons, nous allons vers la collaboration, vers le partenariat. En gagnant, gagnant. Je travaille avec vous, qu'est-ce que vous allez apporter? Vous travaillez avec moi, qu'est-ce que je dois apporter? Et c'est comme ça qu'on peut, au moins au niveau scientifique, travailler égal à égal. Et toutes les institutions internationales avec lesquelles nous avons discuté acceptent ce principe sans difficulté. Je ne vais pas dire que beaucoup d'institutions internationales ou d'universités, dont les appels à projets, par exemple de l'Union européenne ou autres, ils nous mettent avec eux dans les projets. Ce n'est pas parce que nous avons une compétence, quelquefois, c'est pour avoir d'argent. Comme ils ne peuvent pas se mettre tout seuls, ils mettent quelqu'un avec nous et puis ça va apporter un peu d'argent, etc. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails, mais je pense qu'ils sont gênés aussi quelquefois lorsqu'ils trouvent des compétences de haut niveau. Toutes ces équipes aussi au niveau international, lorsqu'ils ont ces compétences au haut niveau, quelquefois ils sont crispés parce qu'ils disent il y a des gens qui travaillent avec le point de vue collaborateur, sont considérés comme étant un collaborateur, alors que c'est le principal investigateur peut-être dans certains d'entre eux. Donc c'est au niveau de la recherche, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est ouvert à tout le monde. Au niveau de l'enseignement supérieur, je ne vais pas le dire maintenant, mais tout ce qui est important, c'est de ce pôle polytechnique de formation supérieure. Comme j'ai dit, le texte est déjà fait, il est préparé, il est dans le circuit. C'est que les écoles, à l'intérieur de l'IAV, à l'intérieur de l'ENA, à l'intérieur de l'ENFI, vont être des écoles au-dessous d'une présidence. Que ce soit une direction générale ou une présidence, et ça fonctionne comme une université. Avec toutes les obligations et également les avantages pour travailler en commun. Ça, c'est un schéma qui n'est pas définitif. Ne prenez pas en compte tout ce qui est... c'est tout. Et puis, vous savez que l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture dans tout ça. Bien sûr, aujourd'hui, l'agriculture, le ministère de l'Agriculture a fait le plan vert, mais vous savez qu'il y a énormément de compétences dans le volet, par exemple, au niveau des eaux et forêts, au niveau du commissariat aux eaux et forêts. Il y a le centre de recherche forestière qui existe. Malheureusement, il n'a pas d'identité scientifique. C'est quelque chose à faire évoluer également par la suite en termes d'une entité scientifique de recherche agricole, ou agricole en général, de recherche forestière. Et il me semble que c'est un élément extrêmement important à prendre en considération également dans l'avenir. Il y a le ministère de l'Industrie, certainement beaucoup de gens qui travaillent. Il y a le CNESTEN, par exemple. Il y a un certain nombre d'autres institutions qui appartiennent à d'autres établissements, d'autres ministères, sous tutelle d'autres ministères, mais tout ceci s'était disloqué parce que c'était le système français. Donc les Français ont compris, ils ont regroupé. Nous sommes encore à la traîne pour pouvoir regrouper. Et chacun, lorsqu'il est tout seul, il est un peu jaloux de ses moyens, ne veut pas partager avec les autres. Ce qui n'est pas bon. Il faut qu'il y ait des décisions courageuses pour pouvoir le faire. Bon, bien entendu, au niveau de la formation professionnelle, il y a un autre schéma, ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Au niveau maintenant des priorités, nous avions discuté par rapport au plan européen, quelles sont les priorités importantes que nous devons tacler pendant la période disons 2014 ou 2015 jusqu'à 2020. Les filières végétales et les filières animales et les axes transverses. Au niveau des filières de production végétale, la priorité des priorités dans le pays, ce sont les céréales. Et personne ne peut dire non. Lorsque l'année agricole n'est pas bonne, et j'espère que cette année va s'améliorer, lorsqu'on n'a pas de céréales, on n'a rien. Et toute l'économie nationale en souffre. Il faut absolument que nous travaillions sur les céréales. Et nous avons ajouté en-dessous les légumineuses alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir aux rotations. Si on fait céréales sur céréales, par avec le temps, on perd la fertilité, on perd la production. Il faut absolument avoir un système
de rotation ou de succession culturelle qui va permettre une meilleure intensification, mais une intensification intelligente et durable. Ça, c'est le premier. Les agrumes. Le Maroc a une certaine notoriété internationale et la recherche nationale sur les agrumes est à l'avant-garde par rapport à ce qui se passe au niveau international. L'olivier également, c'est une filière très importante dans notre domaine. Le palmier dattier, là nous avons reçu suffisamment de moyens financiers et techniques pour pouvoir aller de l'avant, grâce aux chercheurs qui ont travaillé pendant plus de 40 ans et qui ont préparé un certain nombre, en termes de biotechnologie en particulier, et qui ont eu des avances par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, l'expertise marocaine sur le palmier dattier, en termes de recherche, je dis bien, et il est partout dans le monde. Il y a également l'arboriculture fruitière, qui est un élément important. Le maraîchage, c'est notre point faible dans l'agriculture en termes de recherche. Ça, il faut le dire. Nous importons pratiquement toutes les semences de l'étranger. Des petites quantités de semences de tomates, 1 gramme, c'est peut-être quelques tonnes de tomates vendues. Il faut absolument que la recherche nationale travaille sur ce volet-là pour pouvoir avoir une certaine notoriété, ou au moins une certaine souveraineté. Si aujourd'hui, par un problème quelconque au niveau stratégique, les pays producteurs de semences arrêtent, nous ne pouvons plus produire rien. Et c'est pour ça qu'au niveau de souveraineté, nous devons nous développer dans ce sens-là. Monsieur le ministre Daoudi a interpellé le ministère pendant il y a 2 années, et nous avons commencé à préparer ensemble un programme de recherche sur le maraîchage, que nous devions mettre dans un programme dédié, spécial, avec un financement conjoint. C'est en cours de préparation. Les cultures sucrières, bien entendu, nous ne produisons pas suffisamment de sucre dans ce pays. Nous importons encore plus de presque 60% de nos besoins en sucre. Il faudrait qu'on se développe ça sur le plan. Les oléagineuses de l'huile, l'essentiel d'huile est importé aussi. Et nous avons besoin de travailler sur ça, créer nos variétés de cultures oléagineuses et travailler sur les signaux techniques et sur la valorisation des huiles. Aujourd'hui, au niveau international, l'huile d'olive ne représente que 3% du volume global des huiles. L'huile d'argan, c'est insignifiant, quelques epsilon par rapport à la production globale au niveau international. Mais ces 2 huiles ont une valeur ajoutée supérieure par rapport aux huiles communes. Et c'est pour ça que nous devons travailler également sur ça, qu'on produit noble et important, mais vendre la production de manière onéreuse et chère. Parce que c'est comme ça que nous pouvons faire le développement et la plus-value. Et vous avez également l'arganie, qui a été érigé en priorité nationale, l'agriculture biologique et d'autres produits du terroir. Au niveau végétal, nous voulons concentrer sur un certain nombre d'éléments. Bien sûr, vous avez le safran, vous avez la rose à parfum, le cactus, etc. En termes de priorité, ce sont les priorités par rapport à cette période. En termes de production animale, bien sûr, il y a le lait, il y a l'aviculture, les viandes rouges, l'apiculture, le carnin, etc. Au niveau des axes transverses, cette fois-ci, qui ne sont pas liés à une filière particulière, vous avez 8 axes. Tout l'aspect socio-économique qu'on a tendance à oublier très souvent, c'est de la recherche scientifique importante qu'il faudrait absolument faire. Tout ce qui est transfert de technologie, c'est de la recherche sur le transfert technologique. Tout ce qui est dégradation des sols, érosion, désertification, etc. La gestion de l'eau dans les systèmes d'irrigation, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est fertilité des sols, tout ce qui est aspect horizontal biotechnologique, gestion des parcours. Il est inconcevable que dans le pays comme le Maroc, la surface agricole utile au Maroc est de 8,7 millions d'hectares, mais la surface des parcours, le haut potentiel, est de 21 millions. Il faut absolument un programme de recherche très fort dans les parcours pour pouvoir y aller. Et je suis sûr et certain que c'est un volet extrêmement important. Et ce n'est qu'il y a 2 ans qu'on a commencé à mettre un peu plus de moyens, et le ministère de l'Agriculture nous a donné un peu plus de moyens pour travailler sur la partie parcours. Parce qu'il y a des besoins réels, au moins en semences de plantes pastorales, à pouvoir multiplier, à pouvoir ensemencer, qui sont adaptés à nos conditions. Pour la filière arganier, ça c'est la partie 2015, c'est le petit budget 2015 que nous avons eu l'année dernière, que nous avons exécuté. D'abord, nous avons toute la partie de recherche quelconque qu'on travaille par chaîne de valeur. Et nous disons, voici à l'INRA, voici nos compétences, ce que nous pouvons faire. Nous avons des compétences dans 2 niveaux, au niveau de la génétique et au niveau de la production. Nous n'avons pas encore à l'INRA de grandes compétences en termes de valorisation. Et ça, c'est un élément important qu'il faudrait prendre. Et c'est là la complémentarité aussi qu'il faut chercher. Et qu'il faut avoir des équipes mixtes. Donc, vous avez quelques projets qui ont été identifiés et que nous avons exécutés.
Et vous avez également dans chaque région quels sont les centres régionaux de la recherche astronomique de l'INRA qui sont impliqués et les partenaires qui peuvent intervenir. Les partenaires qui peuvent intervenir dans ceci, ce n'est pas limitatif, c'est des exemples. Aujourd'hui, dans la partie Argani, nous pouvons, je crois que le Maroc, toutes les universités nationales, tout le monde doit travailler. Si nous voulons apporter des contributions fortes au niveau d'Argani, il ne faut pas que ça soit une institution, deux institutions, une petite équipe. Nous devons avoir 100 personnes. Travailler en même temps avec un budget suffisant pendant une période de temps pour faire le breakpoint, ça veut dire pour faire le changement. Autrement, si on continue à travailler avec de petites équipes, chacun va faire quelque chose et va satisfaire sa curiosité scientifique, mais ne va pas beaucoup avancer. Il faut absolument avoir beaucoup de travail en commun. L'année dernière, nous avions un budget de paiement qui était intéressant, presque 2 millions de dirhams, avec un budget d'engagement 2016 de 373 000 dirhams. C'est surtout pour l'infrastructure. Et je veux vous dire que dans ce programme-là, le budget qui est alloué à la filière organicole, ça s'appelle la filière Argani, au niveau du système de le ministère de l'Agriculture, c'est aux environs de 20 millions de dirhams. Entre 2015 et 2020. 20 millions de dirhams. Ça veut dire que nous avons de l'argent. Maintenant, nous devons être intelligents pour pouvoir utiliser cet argent de manière convenable et avoir toutes les compétences autour de la table pour bénéficier de cette manne budgétaire. Plus que ça, aujourd'hui, l'interprofession contribue. Le privé doit contribuer. Et la signature de la convention d'hier, avec M. le ministre et la FIMALGAN, était dans ce sens. 5 millions de dirhams pour les 5 prochaines années, supplémentaires par rapport à ce que je vous ai dit. Mais encore plus, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, M. le ministre a alloué par convention au ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la recherche agricole, 100 millions de dirhams. 100 millions de dirhams qui vont commencer à partir de l'année prochaine et qui vont être dédiés à des équipes mixtes. Avec des priorités, pas pour l'Argani, je veux dire plutôt globalement. Pour l'Argani, on va sélectionner, on va prendre un certain nombre de dossiers importants qui peuvent être travaillés avec des équipes mixtes et on va allouer certainement dans les 100 millions, quelques millions de dirhams pour l'Argani. Et obligation d'avoir des équipes mixtes. Si nous ne mettons pas les moyens financiers pour pousser les gens à travailler en commun, nous ne l'aurons jamais fait. On va dire voilà, nous avons laissé 10 millions de dirhams pour l'Argani. Voici les priorités que nous voulons. Organisez-vous en équipe, faites-nous des propositions. Voilà. L'argent existe. Le ministère de l'Enseignement supérieur met les moyens. Le ministère de l'Agriculture met les moyens. Les professionnels vont mettre un peu de moyens, si vous voulez, en fonction de l'organisation. Et l'OCP va mettre un peu de moyens. L'OCP est un acteur principal et important également avec l'université Mohamed VI, Collège Mohamed VI de Tahrir. Et on est en plein dans ceci. Et comme une société citoyenne également, il veut contribuer. Et c'est son devoir de contribuer au développement de la recherche au niveau national de manière globale, mais la recherche agricole en particulier. Alors voici ce que je voulais vous dire en guise de présentation. J'ai pris un peu plus de temps exprès pour vous expliquer, pour que tout le monde soit d'accord, et que nous voulons faire. L'ONZOA a fait un travail intéressant pendant les 2 dernières années, discuter avec beaucoup de monde. Lorsqu'on fait la discussion, ce n'est pas facile, parce que chacun toujours voit lui-même. Lorsqu'on vient dans une discussion, le plus important, c'est d'enlever la casquette institutionnelle. Principe. Nous, on discute de manière libre. Et après, lorsqu'on aura terminé, qu'on aura déterminé quels sont les projets, etc., on constitue les partenariats en fonction de compétences. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que... Bien, on va ouvrir certainement la parole. Je voudrais, si vous le permettez, de recherche, parce que nous voulions que le privé intervienne. Et aimable pour ceux qui ont contribué. Et c'est intéressant de voir ce que ça peut donner par rapport à... Est-ce qu'il y a des étudiants? Un petit témoignage rapide de comment vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez, mais très rapidement. Parce que c'est le lien dans toute la partie recherche au niveau international. Les chevilles ouvrières sont les études des arts et les postdocs. Ne croyez pas que les chercheurs chevronnés vont revenir pour travailler. C'est essentiellement ce qui passe. Voilà. Merci. Donc, je me présente à Daniko Isiaka. Donc, je suis maintenant ingénieur agroéconomiste de l'Institut agronomique et vétérinaire à Sandé.
dans le cadre de cette 3e édition du congrès, j'ai été primé le premier prix pour catégorie Master. Donc, j'en suis reconnaissant pour toute l'équipe qui travaille dans ce cadre, aussi bien tous les chercheurs, les encadrants qui m'ont encadré, mais aussi l'organisation, tous les organisateurs de ce congrès. Donc, par rapport à mon travail, j'ai travaillé sur un aspect qui, selon les observations des professeurs qui observent un peu la filière, fait défaut. Notamment, ça a été signalé tout de suite par M. le directeur, c'est un axe transversal, notamment la question de la socio-économie. Donc, surtout en matière de la domestication de l'arganier, nous avons constaté qu'il y a très peu, sinon même pas de travail, surtout sur ce volet, ce nouveau volet qui est la perspective vers le développement de l'arganiculture. Donc, sur la base de cette problématique qui est réelle, nous avons voulu faire un travail de fin d'études pour justement essayer de voir quelques réponses pour qu'en est-il pour la question de la rentabilité de cette nouvelle pratique. Et aussi, surtout, une autre question qui est très importante dans des problématiques comme celui de l'arganier, la question des risques, puisque nous n'avons pas suffisamment de données aujourd'hui en matière de recherche sur des aspects techniques. Donc, il y a cette question des risques. Alors, comment est-ce que nous pouvons à la fois intégrer la question de la rentabilité avec la question des risques? Donc, c'était vraiment un aspect qui était aussi déterminant dans le cadre de ce travail. Donc, pour terminer, je réitère aussi mes remerciements pour toute l'équipe de chercheurs, aussi bien au niveau de l'INRA qu'au niveau du complexe horticole d'Agadir, de l'IAV de Assandé de Rabat, qui m'ont accompagné lors de ce travail, et aussi bien celui de l'ANZOA, parce qu'il était là aussi comme un partenaire dans le cadre des travaux sur terrain, dans le cadre de l'identification des gens avec lesquels nous étions appelés à travailler. Et je vous remercie. S'il y a un ou deux qui veulent également dire un petit mot. Le travail que j'ai essayé c'est-à-dire le travail dans le cadre, évidemment, de l'UNESCO, il est intitulé La valorisation de l'Afrique de Barbarie. Quelle perspective pour la réserve de biosphère barbarie? Bien évidemment, cette culture de figure de barbarie, notamment on constate un développement extraordinaire, notamment dans l'extrémité sud-ouest de l'Anté-Atlas, et plus précisément dans les communes rurales d'Osbouya et de Mesté. Ça a engendré une modification, bien évidemment, de mode d'exploitation de l'arganerie dans cette partie. Il instaure un nouveau contexte qui se caractérise par la place de plus en plus importante de la culture de cactus, qui a induit un changement dans le comportement de la population, et également le changement du système d'exploitation des produits d'arganier qui commence à céder sa place à la culture du cactus, qui connaît un essor considérable en passant de 17 700 hectares en 1998 à plus de 40 000 hectares en 2010. Donc, comme question de la recherche, est-ce que cette extension de la culture du cactus et la valorisation des produits ont-ils atténué la pression sur les écosystèmes de l'écosystème arganier, d'autant plus que la dite culture est considérée comme une culture alternative dans le cadre de l'IRBA. Et également, à quel point le développement des produits de cactus entraîne des externalités dans l'espace de l'arganier, c'est-à-dire des externalités positives ou négatives, soit sur l'environnement, sur le plan social ou économique. En ce qui concerne le contexte général de mon travail, il s'agit du massif d'Ifni. Il est constitué en général de 9 communes rurales. La mise en place de ce travail, j'ai essayé de l'articuler en trois phases. La première phase, bien évidemment, elle est réservée à la mise en évidence d'un ensemble des éléments structurant la zone. Et également, s'arrêter sur le degré de l'extension de la culture au sein de l'ARBA. Et également la mise en place des premiers contacts, bien évidemment, qui concernent un ensemble d'acteurs clés, les JE, les services représentants de l'État. La deuxième phase, c'est la collecte des informations qui nous permet de construire un guide d'entretien.
et également effectuer une recherche bibliothèque. Donc, sur toutes ces phases-là, j'essaie déjà, c'est-à-dire de les valider. Là, je suis en dernière phase, bien évidemment, qui est une dernière phase dans laquelle j'essaie un petit peu de traiter les questionnaires que j'ai mis en place et également les guides d'entretien. Et voilà, merci pour votre attention. De la recherche, et je pense que toutes ces institutions que j'ai citées tout à l'heure n'ont pas la capacité ni la compétence de traiter tous les volets de la chaîne de valeur. C'est sûr que la complémentarité est un élément fondamental à prendre en considération. Donc s'il y a des propositions par rapport au programme, mais par rapport également à la manière dont les fonds vont être gouvernés, parce que c'est ça qui est fondamental par la suite pour aller de l'avant, c'est très important. Moi je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler. Autrement, ça sert à rien. Il faut absolument que si vous avez des questions particulières sur ça, on peut répondre par rapport à l'état actuel que nous avons et comment on va travailler ensemble pour l'avenir, pour que tout le monde puisse bénéficier des moyens disponibles. C'est très bien. Que l'on étudie. Donc voilà, je voudrais qu'on évite ça. Il faut que les fonds soient bien gérés, parce que dès qu'ils rentrent dans le trésor, on ne peut plus les gérer correctement. Et une deuxième question, comment comptez-vous faire? C'est des appels à projets? Vers quelle date? Et sinon, d'une manière générale, je vous félicite pour le travail qui a été fait en amont. C'est très très intéressant et enrichissant. Et j'espère que les collègues vont s'impliquer. Merci. Oui, à la tête de l'INRA, par rapport à cette vision, cette décision que vous avez faite pour effectivement voir quels sont les points faibles, les points forts dans toute une étude, comme il se doit, comme dans les grandes entreprises, vous avez bien donc pu identifier les points faibles auxquels vous avez pu apporter la réponse. Ça, c'est déjà un gage de volonté de changement, de vision et de travail. La gouvernance, je ne vais pas répéter la même question posée par Mme Chapeau. Effectivement, la première question qu'on se pose, nous, chercheurs, que ce soit au niveau de l'université ou bien dans les établissements publics, nous subissons les mêmes lourdeurs, c'est-à-dire, je dirais, je peux aller jusqu'à dire découragement. Alors, si vous allez certainement répondre à cela, et puis sur le plan pratique, si on suit un peu la démarche qui a été proposée, que je trouve judicieuse, en partant du point de départ qui est le besoin, comment aujourd'hui, vous voyez, moi par exemple, je suis universitaire, comment je vais pouvoir m'intégrer dans une unité mixte sur le plan pratique? Est-ce que les besoins sont déjà identifiés? Qui doit les identifier? Est-ce que c'est l'INRA ou bien est-ce que c'est les chercheurs des universités? Deux, une fois identifiés, comment ils vont s'organiser? Les deux entités, je dirais, le chercheur universitaire et le chercheur INRA. Et c'est, on va dire, la mise en œuvre, en quelque sorte. Est-ce que vous la voyez déjà ou c'est encore en cours de gestation? Voilà. Et ça montre que le diagnostic il est vraiment bien construit. Donc on ne va pas discuter donc sur ce contenu, mais surtout on va essayer d'apporter un plus pour aller vers là. Alors, d'une façon générale, on peut attendre certaines choses qui aient lieu à moyen terme, à long terme, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui existent déjà maintenant et qui sont opérationnelles, à partir desquelles on devrait commencer et bénéficier, tout en améliorant ce qui reste. Alors, ce que je veux dire en termes de court terme, qu'est-ce qui pose les problèmes entre les chercheurs du point de vue coopération et du point de vue valorisation, ne pas être éparpillé? Il faut aller directement vers le petit problème, les petits détails, c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas dans les objectifs généraux, dans l'amour du pays, etc. Donc c'est simple. Le moment où on arrive à préciser les sujets, comme vous venez de le préciser, des sujets finis, ou bien des sujets palpables, etc., ces sujets, tout simplement, doivent être, les personnes derrière, doivent derrière, s'il s'agit d'une thèse, ou bien d'un master, etc., ou bien postdoc, tout simplement un comité, qu'on appelle un comité de thèse, un comité de co-encadrant, qui appartient à différentes institutions qui possèdent des compétences, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Si M. X
se trouvent dedans, Y, et se complémentent entre eux, et valident les paramètres qu'il faut mesurer, et valident la procédure, etc., on n'aura plus de problème. Au contraire, on aura la qualité de la crème de nos travaux de recherche. Parce qu'on se rend compte le jour où on va exposer nos résultats ici, par exemple, entre les physiologistes, chacun corrige à l'autre. Non, il fallait mesurer le matin, l'après-midi, c'est pas etc. Donc, C'est toujours comme ça. et ainsi de suite. Donc, si on arrive déjà concrètement par à dire, voilà, des sujets qui seront financés, qui seront pris en charge, qui seront en quelque sorte accompagnés, ce sont les sujets qui ont tout simplement l'aval des consortiums, l'aval des institutions, etc. Sujet 1, sujet 2, sujet 3, qui, comme ça, c'est des encadrants, pas de problème, c'est pas, après on va voir le détail. Mais à condition qu'il y ait un apport réel concernant l'apport de chacun, soit en termes d'équipement, en termes de savoir, etc. Ça pour résoudre le problème d'être efficace dès le temps. Le deuxième problème, c'est qu'on a des lauréats, soit au niveau master, ou au niveau de doctorat. Qu'est-ce qui arrive après? Les compétences disparaissent. On peut poser la question, chacun de ces lauréats, certains sont dans la fonction publique, d'autres vont quitter le Maroc, etc. Ce sont des jeunes, pour nous, c'est une grosse perte. Il faut arriver à les recruter quelque part. Là, il faut les motiver. Là, malheureusement, il y en a ces jeunes. On a vu certaines présentations qui donnent beaucoup d'efforts pour faire tel ou tel travail, sans parler de X ou d'Y. Mais si ces gens-là ne sont pas tenus compte, ils ne sont pas recrutés quelque part, automatiquement ils seront perdus. La suite de ce que je voulais dire, donc validation du sujet de recherche finalisée, les appels d'offres dans ce sens de groupe encadrant, et la mise en place d'une convention cadre entre ces établissements pour qu'elles chapeautent tout cela. Voilà, je m'arrête à ce niveau-là. Il faut étudier ce qui marche pour l'instant. On attend autre chose pour répondre à ce problème d'argent. Merci. Il montre déjà la volonté des décideurs pour essayer de faire avancer la recherche dans notre pays. Mais par rapport à un certain nombre de points, je crois que nous ne voyons pas encore clair, franchement. Par exemple, la décision sur les priorités. La question a été posée, mais elle est très importante. Qui va se décider de ces priorités? Et là, je propose qu'il faut faire intervenir aussi bien les chercheurs, que les enseignants-chercheurs aussi, que la profession. Parce que c'est important. Enfin, dans ce même cadre, il faudrait aussi capitaliser ce qui a été fait. On ne va pas encore commencer à zéro. Donc les travaux de recherche sur l'avenir ont commencé depuis trop longtemps. Donc il faut capitaliser et essayer de compléter ce qui manque dans la filière. Les unités mixtes de recherche, oui, c'est important, mais leur gestion et les mécanismes du fonctionnement de ces unités mixtes de recherche, imaginez, par exemple, le financement, ça va poser un problème. Aussi bien au point de vue sans gestion au quotidien, et aussi quelle entité qui va gérer ces budgets, parce que chaque institution a son système plus ou moins souple, et là ça pose un problème. Faut-il créer une entité nationale qui pourrait gérer les fonds, ou bien l'exemple a été posé, on l'avait testé il y a quelques années, 3 ans, et ça a bien marché parce qu'il y a une entité à côté qui gérait le fonds de la recherche, et ça a marché. Créer un réseau, créer un groupement de travail, et ça a très très bien marché. Maintenant, le ministère de la recherche agronomique ou agricole, il veut créer une autre entité dans laquelle il va être celui qui est le chapeau et les autres qui travaillent ensemble. Donc je pense que s'il y a une entité à faire, pourquoi ne pas utiliser l'ONZOA en tant qu'entité qui existe, faire des appels d'offres à travers l'ONZOA et faire le travail à travers l'ONZOA. Ce n'est pas la peine de recréer encore autre chose. Parce que si on va créer encore une autre entité, cette autre entité va être chapeautée par le ministre de l'Agriculture.
Donc le ministère de l'Enseignement supérieur va donner l'argent au ministère de l'Agriculture, l'IAV va donner à ce ministère-là, et l'argent, je pense que ça va être un peu dilué. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe, qui est en droit, donc faisons marcher cette entité qui existe déjà. C'est pas la peine de remultiplier encore le reste. Et comme il a dit Cyril Ismail, on ne va pas commencer le travail aujourd'hui. Il y a déjà un travail qui a été fait, il y a déjà des gens qui ont travaillé sur plusieurs aspects de l'Arganie, avant que l'Arganie n'atteigne cette... Maintenant tout le monde parle de l'Arganie, mais je suis sûr et certain que d'ici 20 ans, les bailleurs de fonds, ils vont trouver la carité, ils vont descendre encore plus bas parce que l'Arganie n'est plus vendable. Donc il faut faire attention à ça. Et merci, M. Badar. Sortir dans le cadre du plan marocain pour la recherche, sincèrement, je crois qu'on a eu la chance de vous avoir au niveau de cet institut. Le résultat, c'est ce que vous avez présenté aujourd'hui. Ça a pris du temps, ça fait 30 ans, c'est la première fois au Maroc qu'on a une vision aussi complète et aussi approfondie. Je vais me permettre de vous faire trois recommandations, 4 petites recommandations, suite à l'expérience que j'ai vécue en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi en tant que directeur aéronautique. D'abord, sur les priorités, je me pose la question pourquoi la biotique ne figure pas comme thématique des filières. D'autant plus qu'on parle du ministère de l'Agriculture et de la Santé. Ensuite, sur le plan transversal, je crois qu'il serait extrêmement judicieux d'ajouter 3 problématiques très important. La question de la biodiversité, il faut absolument qu'il ressorte dans le transversal. Deuxième chose, le transversal, c'est les énergies renouvelables. La question de l'agriculture est devenue un secteur polluant. Et nous avons des thématiques des énergies renouvelables qui sont très importantes à ajouter. Et troisième point, beaucoup plus par nécessité, c'est la géographie rurale. Vous vous rappelez, s'il y a une personne ici dans cette salle qui doit mesurer l'importance du géographe, c'est vous-même parce que vous avez côtoyé et on sait ce que c'est. Nous avons perdu la vision du géographe au niveau de l'agriculture. Il faut se ressaisir pour réintroduire le géographe en tandem avec le sociologue. Le tandem, je crois qu'il faut, c'est l'occasion qu'il rentre dessus. Deuxième point concernant le conventionnement, c'est tout à l'heure. Je crois qu'il est très important comme dispositif d'application de réfléchir à un système de conventionnement entre les institutions. Parce qu'on est en train de vivre des problèmes concrets sur ces questions-là. Le conventionnement, c'est vrai, on travaille entre nous, entre l'INRA, l'IAV, les universités, et il y a effectivement des blocages dans ce sens. Il faut institutionnaliser le conventionnement pour qu'on puisse travailler correctement. Et puis un point, à mon avis, qu'on a complètement oublié. Moi, sincèrement, je crois que dans l'avenir, l'argent peut ne pas être. Les chercheurs peuvent acheter l'argent. Voilà, le problème, c'est la fiscalité. Il faut, je crois, sous l'occasion de poser la question de la fiscalité de la recherche scientifique. Il est complètement ridicule qu'un enseignant-chercheur paye un frigidaire pour la recherche scientifique au même titre que l'agriculture. Il faut revoir la fiscalité de la recherche pour encourager la recherche scientifique. Même un chercheur qui une centrifugeuse pour la recherche scientifique, il la paye au même prix qu'un pharmacien. Donc la question de la fiscalité, il faut absolument la revoir. Troisième recommandation. Tout ce que vous avez dit, je crois qu'il est excellent. Voilà qui, partout dans le monde, la recherche, c'est 2 choses. Vous l'avez dit, monsieur le directeur. Les doctorants et les post-docs. L'assistantship ou le post-doc. C'est un outil qu'il faut réintroduire. Il faut réintroduire. Ça a été dit tout à l'heure. On perd des compétences. Si on a des possibilités de garder les post-docs, ça serait bien. Au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, on ne peut pas payer une bourse de 5 000 dirhams parce que le comptable doit finir. La bourse de 5 000 dirhams, j'ai le placé, 3 000 dirhams. C'est complètement ridicule. Donc le système de bourse. Dernière chose, même ça, quelque chose de nouveau au Maroc, qu'il faut absolument qu'il ressort très fort là-bas, c'est la régionalisation. Je crois que la région, il peut intervenir dans le financement. J'irai même plus loin. Les collègues ont soulevé la question de l'expérience de Sadra à travers la Dorothée. Je vous dis une chose.
moi je crois que si on veut qu'on réussisse ce schéma-là, il faut penser dès maintenant à la décentralisation. Ça ne va pas marcher. De la même façon qu'on a fait la gestion politique, il faut penser à une décentralisation scientifique et on est capable de gérer. Merci. Merci. Monsieur Braoui, félicitations aussi pour vraiment, non, mais c'est intéressant, c'est clair, on voit bien. Moi, de toute façon, merci pour le travail. Il aboutira ou pas, mais de toute façon, ça a été fait et c'est important. Moi, je trouve qu'une idée déjà a été dite par nous à propos de scholarship ou de financement, parce que je ne vois pas comment un étudiant, il y a des problèmes. Il vit avec ses parents ou il n'a pas de bourse. D'abord, actuellement, on assiste à quelques miettes chez des bourses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les étudiants. Et on a une sélection. Un étudiant, 2, 3 sur une filière qui a une bourse. Le problème, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, de toute façon, je vois que pour intéresser les gens, vous savez, l'Institut, c'était parce que tout le monde voulait faire le doctorat, il y avait un budget des États-Unis et tout le monde, ça marche. Donc, réalisme, une question principale, financer pas seulement la bourse, mais aussi celui qui va l'encadrer. S'il n'est pas motivé, il faut parler des réalités. Pourquoi je vais avoir 10 encadrants alors qu'on a dit quelqu'un il va travailler avec profession, mais la recherche, et là c'est un problème. Deuxièmement, le temps de la recherche. Quand on va, par exemple, quand une institution ou des projets, etc., et on va avoir le projet, et on va fixer 2 ans, 3 ans pour l'économie de recrutement. Le grand problème, c'est entre les projets. Par exemple, notre projet d'organique qu'on a eu, mais je vous assure. Alors, la situation actuelle, c'est qu'avec la continuité, on ne peut pas continuer. Il faut un fonds de continuation. Je vais passer ici la prochaine. Je ne vais pas ravir à la puissance 100. Alors, moi je voudrais mettre l'accent sur quelques points. Le premier point, c'est le manque de relève des chercheurs. Dans toutes les institutions, nous perdons les chercheurs de renommée, les chercheurs qui ont vraiment marqué la scène internationale et nationale. Et il faut absolument trouver une solution à ce problème-là. Il faut trouver les recrutements nécessaires pour... Et puis avant même le départ du chercheur, il faut qu'il y ait un encadrement. Il faut laisser un peu la semence, comme on dit, préparée pour prendre la relève. Parce que nous avons perdu des spécialistes très pertinents et vraiment il faut approfondir la discussion sur ce problème-là. On n'a pas besoin, vraiment le besoin, la priorité, ce n'est pas le fonds pour faire la recherche, mais la masse qui va faire la recherche. Les personnes, les capacités, on n'a pas assez de capacités. Deuxième point, le problème des approches est une approche, à mon sens, une approche à moyen et à long terme. Et nous, on est pressés, on a des agriculteurs qui demandent des variétés, qui demandent du matériel sélectionné, et moi je crois qu'il faut capitaliser sur certaines expériences, et je voudrais là parler de l'amélioration génétique des eucalyptus. Nous avons créé un petit centre qui n'était pas vraiment sur l'organigramme, un petit groupe d'une dizaine de personnes, d'ingénieurs, jeunes ingénieurs qui ont été formés, et on a eu des résultats spectaculaires. On a multiplié, on a créé des variétés, des hybrides, on a créé beaucoup de choses. On a réussi la mise au point de la multiplication végétative, la plantation, les irrigations, l'itinéraire technique, bref, a été maîtrisé, et nous avons multiplié par 10, même par 20 la productivité. Donc il faut qu'on essaie pour chaque filière de penser à ce genre de groupement, de petites équipes, mais la mettre ensemble dans une enceinte ou dans une petite institution et donner les moyens, l'encadrement et tout ça. Et moi je crois qu'on peut être performant à court terme, je parle du court terme. Quatrième point,
je crois que le problème de la recherche par projet, l'expérience a montré que tant que le projet fonctionne, il y a la recherche et tout ça, mais dès que le projet s'arrête, l'équipe s'intègre et il n'y a plus de... Même les résultats ne sont même pas applicables parce que c'était des résultats fragmentaires et il fallait la continuité pour vraiment arriver à des résultats concrets applicables sur le terrain. Et merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Hassan Benani, spécialiste des sciences au bureau UNESCO pour le Maghreb. Si vous me permettez, mon intérêt pour cette table ronde, il est principalement pour deux raisons. D'abord parce que l'Arganré est classé par l'UNESCO en tant que biosphère, et aussi parce que l'UNESCO a un mandat de rapprochement de la science à la société, aux acteurs de la société. Donc, mon sentiment, sincèrement, à travers un certain nombre de tables rondes qui ont eu, soit être un spécialiste, les thématiques étaient très diversifiées, mais c'est vrai que pour l'Arganré, on sent que ce besoin de convergence de la recherche scientifique est vraiment très, très important. Et peut-être justement la diversité des chercheurs et leurs disciplines diverses qui existent consacre encore plus, parce qu'il y a un existant qui est peut-être divergent en termes de coordination. Et je me dis qu'à travers la stratégie, peut-être le territoire de l'Arganré nécessite peut-être une approche, tout en restant dans l'esprit, une approche plus personnalisée, vu justement ses spécificités. Et également parce que je ne pense pas que tous les territoires disposent d'agences de développement sur place, d'autant plus qu'au niveau de l'UNESCO, nous considérons que la création de l'ANZOA a été un élément de réponse de plan de gestion de la biosphère. Donc peut-être qu'il faut personnaliser ce mécanisme au niveau de territoire de l'Arganré. Et si vous permettez, trois derniers points très rapides sur les thématiques, et je rejoins le collègue tout à l'heure. Actuellement, il y a un intérêt très, très important pour le nexus eau, énergie, agriculture, et je pense que effectivement la composante énergétique liée aux autres, c'est un aspect qu'il faut analyser. Le dernier point, ou plutôt les deux derniers points, c'est que j'ai senti une absence des professionnels au niveau de ce. Je sais qu'ils existaient, mais je veux dire, les discussions étaient tellement savantes que les professionnels, c'est très difficile qu'ils se retrouvent dans ce débat. Et là, je pense je lance un appel aux chercheurs, aux scientifiques, qu'ils doivent aller vers les professionnels et simplifier leur langage, d'autant plus que l'Arganré, on a vu qu'il y a un engagement politique qui reconnaît l'importance de la recherche scientifique. Ce n'est pas donné partout, donc il faut en profiter. Et le dernier point, c'est qu'il y a un agenda mondial de développement durable qui a été adopté en 2015, l'agenda 2030 pour le développement durable, qui donne une importance très importante à la science et technologie et innovation. C'est quelque chose de nouveau par rapport à l'ancien agenda, et les chercheurs, entre autres, doivent répondre à cette demande. Voilà. Merci. Et j'ai encore deux autres personnes. Bon, merci, Monsieur le Président. Pour moi, ce que je propose, c'est le même sujet se traite soit à Casa, au Brava, ou à Oujda, ou aussi à Gadir. Donc là, il faut d'abord faire un bilan de tout ce qui a été réalisé, et après, on peut aller vers l'avant. Deuxième axe, que moi je rejoins ce qui a été dit par le professeur Kendi, pour des axes à ajouter, mais il y a un axe aussi à revoir, c'est la question juridique de l'Arganie. Parce que depuis que nous avons commencé à travailler sur l'Arganie, on entend toujours des régressions. L'Arganie en régression, donc il faut protéger cette espèce. Donc pour la protéger, cet arbre, il a besoin maintenant de revoir un petit peu les questions juridiques de cet arbre. Merci. Merci à Cécile. Les recommandations, donc, dans le cadre des choix des thématiques prioritaires,
ne faut-il pas penser à, parmi ces thématiques prioritaires, à inclure l'aspect impact de la culture, donc de l'art gagné, de manière générale, sur la nappe phréatique au niveau de la zone. Ça va consommer de l'eau, c'est sûr et certain que ça va avoir des impacts peut-être pas négatifs, mais il faut les approcher, il faut les évaluer. Merci. Je fais l'économie de remerciement de l'exposé de Sebraoui, parce que, en fait, c'est pas Sebraoui le connaît depuis longtemps. Ce que j'ai aimé surtout. On a. Jeune homme. Non, on a été depuis 75 ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que le lien entre l'enseignement et la recherche, je crois que dans cette stratégie nationale de la formation, il est très clair. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à valoriser. Et cette question de pôle polytechnique, je pense qu'elle est aussi importante, mais il réserve quand même que beaucoup d'enseignants de l'IAV partagent, parce qu'on a fait dernièrement, on était invité au conseil d'établissement, et donc je fais un peu l'écho de ce que beaucoup d'enseignants-chercheurs, dont certains d'ailleurs du complexe horticole d'Agadir, c'est un peu la démarche du pôle polytechnique sur certains plans, il est moins avancé que ce que connaissent nos collègues de l'université. Par exemple, il y a certaines craintes que l'enseignant-chercheur est vu comme un employé. Je ne dénigre pas l'employé. Moi-même, j'étais employé dans une administration nationale et puis internationale pendant 3 années. Donc, j'ai beaucoup appris, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand même, le chercheur et l'enseignant-chercheur, c'est quand même un employé, j'allais dire, spécial. Et au moins c'est ce qu'il doit faire. Maintenant, est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas, c'est une autre question. Mais l'enseignant-chercheur, ça a été bien dit par Sebraoui, il doit être créateur de valeur, innovateur. La notion de temps ne doit pas être sa préoccupation. Il peut travailler le week-end, travailler le soir. Donc, si vous voulez, c'est j'allais dire un employé, si on veut garder ce terme employé dans la monture finale de ce projet de pôle polytechnique, mais il réserve que partagent beaucoup d'enseignants, c'est que quand même il faut laisser, disons, aux chercheurs cette possibilité, aux chercheurs et l'enseignant-chercheur, parce que de toute façon c'est une excellente chose que d'avoir l'INRA. Pour une fois, au Maroc, on pense à lier l'INRA comme structure de recherche, les écoles d'enseignement, l'ENA, l'IAV, l'INFI. Donc ça, c'est vraiment fondamental d'avoir si vous voulez, cette perspective. Je crois qu'on est très bien avancé, mais quand même, ne pas prendre le chercheur comme un employé d'une administration. Et donc là, il perd toute cette qualité d'innovation, de production de l'information scientifique et technique. L'ouverture aussi de ce pôle, c'est une excellente chose à l'université, mais aussi à la profession. Ça a été souligné par quelques collègues. Un point qui a été aussi souligné, c'est le problème des ressources humaines. Je crois que dans l'esprit même du pôle polytechnique, c'était justement de rassembler les compétences qui sont de plus en plus rares. Ça a été bien dit par Sebraoui. Ça, c'est intéressant. Mais on est un peu victime, en tant que, disons, que chercheurs d'écoles agricoles, pour parler de tout le dispositif de recherche et d'enseignement agricole, on est un peu victime de la loi de l'enseignement supérieur. Parce que ce soit beaucoup d'entre nous qui sont maintenant, qui ont un statut de chercheur, on a commencé par l'assistanat, on a commencé par ça a été dit, le post-master, pourquoi pas. Quelqu'un qui termine, je suis fier d'avoir à côté de moi Isiaka qui a terminé, et beaucoup comme lui ont fait un excellent travail et cherchent encore à rester dans la recherche. Vous l'avez bien souligné, c'est une motivation, c'est un virus. Ce virus, on doit le faire fructifier quelque part. C'est un virus positif.
il y a aussi externalité positive. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut réfléchir. On n'a pas maintenant, Draoui le connaît très bien, il y avait maintenant d'autres structures. L'ENA, ils ne peuvent pas recruter. Pourquoi? Parce qu'il faut être docteur. Oui, c'est important, mais comment chercher un docteur? Maintenant, on cherche deux profils de docteurs, c'est difficile de les avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le statut n'est pas aussi valorisant que dans les années 80 et 70. Dernier point, l'importance à donner aux recherches qui s'intéressent à l'économie, aux aspects sociologiques. On a parlé d'aspects géographiques et juridiques. Je pense que c'est fondamental, aussi bien pour l'Arganier que pour l'ensemble des priorités que vous avez soulignées. Merci. Merci. Alors, de donner la Monsieur Draoui, je vais mettre en facteur mes compliments. Ils n'en sont pas moins exprimables. Donc moi, je pense que beaucoup de collègues que je remercie ici ont dit l'essentiel sur ce qui devait être dit. Je vais juste apporter ma petite contribution, juste pour réappuyer ce qu'a dit M. Laboudi, c'est ce que je pensais, qu'il faut créer une base de données sur l'Arganier, puisque nous sommes sur un collègue sur l'Arganier. Il faut créer une base de données. Il faut peut-être engager un consultant ou un expert ou travailler de façon à ce que, en ligne, nous ayons toutes les publications, tous les travaux qui ont été faits sur l'Arganier, pour éviter justement la redondance, parce que tout le monde ici le constate. Les travaux qui ont été faits il y a 15-16 ans reviennent sur le tapis, comme si c'était nouveau. On est encore à analyser l'huile d'argan, alors que ça a été fait, Mme Charouf pourra en témoigner, depuis des années. Alors, donc une base de données sur l'Arganier. Ça permettra aux gens qui veulent travailler déjà de la consulter, de voir que, bon, ben, ça a été fait, ça a été fait, et de capitaliser, comme l'a dit M. Ismaïl, comme l'a dit M. Faller, ce qui a déjà été fait. Ensuite, je pense que dans un, je ne sais pas qui peut le faire, il faut définir des priorités. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire pour se consacrer justement pour donner les futurs plans du programme de la recherche? Et dans ce cas, pourquoi pas ne pas faire un atelier avec un plan de planification de la recherche sur 4-5 ans, plan de planification qui aurait un financement avec des objectifs bien définis, des indicateurs qui permettront l'évaluation de ce plan. Au bout de 4-5 ans, pour voir si on est dans la bonne direction. Et enfin, je vais terminer en disant qu'il faut, bien qu'on ait dit que les appels d'offres, ça ne marche pas, mais moi, à mon avis, il faudrait des appels d'offres. Des appels d'offres sur des thématiques bien précises, des thématiques prioritaires pour la région, pour le royaume, pour les pays, et les chercheurs vont se fédérer sur ces appels d'offres. C'est-à-dire, s'il y a un appel d'offres sur telle thématique, concernant la génétique de l'Arganier par exemple, eh bien les chercheurs qui sont concernés pourront postuler et les gens qui lancent l'appel d'offres pourront fédérer les équipes. Ils disent oui, votre candidature est prise en considération, mais vous devez travailler avec telle équipe, telle équipe, telle équipe. Ces gens-là vont se réunir et ça va faire des méga équipes, ce que vous avez appelé les UMR, qui vont se constituer presque spontanément et sous le besoin, si on veut dire. Et je pense que ce sont mes propositions, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était le rôle. J'ai un petit flou concernant les thémistes. J'ai cru comprendre d'après les c'est que... Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais je le vois, ça ne m'inspire pas, je ne veux pas travailler. Mais peut-être que si je commence à discuter avec lui, à travailler, je vais changer d'avis. Les gens doivent être ouverts à pouvoir travailler en commun. Et le chercheur, c'est ça, l'enseignant-chercheur, c'est ça. C'est un éducateur, avant qu'il ne soit chercheur. Et il me semble que ce sont des questions importantes à prendre en considération. Bien, au niveau des appels, tous les fonds, à l'exception d'un fonds stratégique. Dans tous les pays du monde, vous avez des fonds stratégiques dédiés à des équipes de l'État, de souveraineté. Et qu'il faut absolument avoir l'argent pour le faire, à travers des institutions de coordination. Ça existe. Maintenant, tout ce qui est recherche-développement peut être par des appels d'offres. Mais il me semble aujourd'hui que le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà franchi une étape dans les premières priorités qui ont été faites dans le cadre avec le CNRST. Le CNRST, pour faire ses appels d'offres, il a peiné. Ceux qui suivent le dossier, il a peiné pour pouvoir évaluer, pour pouvoir prendre tout ça, administrer, etc. Ça a pris 2 années, sinon plus de la 3e année aujourd'hui. Les équipes commencent à travailler parce qu'il fallait tout construire. On n'avait pas de structure dédiée. Le CNRST avec 3 ou 4 personnes pour faire tout ça, c'est impossible. Il fallait batailler pour avoir des ressources humaines qualifiées pour pouvoir faire ce travail. Quelquefois, il y a des difficultés administratives de gestion des moyens. Vous êtes au courant, par
exemple, que l'OCP a mis 90 millions de dirhams pour la partie phosphate. Mais cet argent ne peut pas être géré au niveau du CNRST, au niveau du ministère. Il est géré à travers la fondation OCP. Encore une souplesse supplémentaire, plus intéressante, au niveau de la gestion. Si on a des fondations, peut-être on pourrait, mettre en place une fondation de la science. Et c'est cette fondation qui va gérer les moyens financiers de tout le monde. Et la fondation ne paie pas d'impôts, ne paie pas ce TVA, etc., etc. Il faut innover à ce niveau-là, et je pense que c'est important. Aujourd'hui, non seulement vous achetez un matériel scientifique que vous payez à but de recherche publique, et vous payez l'impôt, plus que ça. Les institutions aujourd'hui de formation et de recherche sont obligées de payer l'impôt sur l'argent donné par l'État. On nous demande à l'INRA de payer 180 millions de dirhams d'arriérés d'impôts. Pourquoi? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous vendons? Nous avons la subvention de l'État. C'est parce que nous avons travaillé pour faire rentrer de l'argent à travers les royalties, à travers les effets de nos recherches. Cette petite quantité que nous faisons travailler, que nous faisons rentrer, environ 20 millions de dirhams par an, ce n'est pas rien, c'est très important. Mais parce que nous avons ça, nous sommes considérés comme une société. Il faut payer. Il faut payer les R, il faut payer les S, il faut payer... Et c'est là où il faudrait innover. Et il me semble que c'est un élément fondamental, et les enseignants-chercheurs et les chercheurs doivent batailler pour avoir une place à ce niveau-là. Je vous dis sincèrement qu'au niveau du ministère de l'Agriculture au moins, nous sommes en train de constituer un dossier d'argumentaire pour que les institutions sous tutelle, les établissements publics sous tutelle ne paient pas ces différents impôts qui existent. Mais il faut avoir la force, il faut avoir le politique pour suivre, pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me donnez 100 millions de dirhams pour faire le travail, et après vous m'imposez 20% pour le rendre 20%. C'est quoi? Ça ne sert à rien du tout ça. Ou bien, dites-le au départ. Vous me dites, vous avez 100 millions de dirhams net. Le reste, vous le gardez. Pourquoi vous me le donnez pour que je puisse le mettre chez vous? Mettez-le chez vous. Et c'est l'argumentation qu'il faut faire. C'est l'argumentation qu'il faut faire. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut le dire grand. Il faut le dire devant tout le monde. Alors ça, c'est un élément aussi, mais je pense que nous avons beaucoup à faire à ce niveau-là. Bien entendu, les aspects à court terme et à long terme, je suis d'accord, tout ce qui a été dit. Les conventions, il faut absolument que tout se fait par convention. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, chaque fois qu'un projet est retenu, il y a une convention qui est signée. Parce qu'il y a des engagements et chacun doit faire son travail. Non seulement la convention et les résultats, mais il faut le suivi. Et le suivi, c'est très difficile. Le suivi, c'est très difficile. Au niveau scientifique, c'est très difficile. Parce qu'il faut avoir une équipe dédiée et une équipe qui est indépendante pour faire le suivi. Vous connaissez quelquefois des difficultés parce que M. Tel, j'ai travaillé avec lui un jour et nous avons un projet, il ne m'a pas payé, je vais le faire descendre. Tout ça, c'est des petites choses. Il faut oublier tout ça. Il faut penser qu'est-ce que nous apportons tous à ce pays-là. J'ai entendu tout à l'heure qu'il faudrait être payé par-ci, par-là. D'abord, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Nous sommes payés pour faire le travail. Ça, c'est fondamental. Maintenant, si à travers le travail que nous faisons, il y a des choses supplémentaires pour aider, pour travailler, d'abord pour faire le travail, c'est essentiel. Puis par la suite, s'il y a des motivations particulières, pourquoi pas? Tout le monde peut les avoir. Et les cadres existent. Dans les cadres, quand on le budget, et ça existe. C'est pas beaucoup, mais ça existe. Nous, au niveau de l'agriculture, nous avons constitué un groupement d'intérêt public, une petite innovation, pour que les moyens des projets vont partir vers cette entité de groupement d'intérêt public. Et ce groupement d'intérêt public va gérer les moyens de recherche. Au lieu de donner à des chercheurs ou à des enseignants-chercheurs des indemnités journalières de frais de déplacement de 300 dirhams, on a dit on va leur donner 600. Par exemple, au lieu de leur donner des frais de travail de 1200 dirhams diminués de 38% d'impôts, on peut leur donner le double. Comme ça, ils peuvent se retrouver. Et il sera motivé à venir travailler institutionnellement plutôt que de se cacher et travailler la nuit ou travailler le week-end pour quelqu'un d'autre pour le payer au mois. Vous savez, ça tout le monde le sait. On le dit, personne ne dit rien. C'est bien. Ça, il y a un peu d'argent supplémentaire pour tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde ne dit rien du tout. Mais il faut institutionnaliser tout ça, que les choses soient réelles et coordonnées de manière définitive. Alors, l'autre chose au niveau des priorités aussi. J'ai dit que l'organisme COSA, ce conseil de recherche agricole, il est sous le Conseil national. Et les priorités se font au niveau national. Les priorités de recherche, c'est au niveau national.
l'agriculture, l'industrie, les départements amènent leurs priorités pour les discuter au niveau du Conseil national. Et lorsqu'ils sont prévus au niveau national, on les détaille au niveau supranational, ça veut dire dans un secteur, au niveau sectoriel. Et à ce moment-là, en fonction des moyens qui viennent, si les moyens proviennent d'un secteur, ils veulent que ce soit la priorité du secteur. Si elles proviennent d'un autre secteur, ils veulent... Et c'est comme ça qu'on pourrait avancer. Mais ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que nous avons plus de visibilité sur les moyens financiers. Et au moment où on arrive à mobiliser des moyens, chose que nous ne pouvions pas faire avant, plus de visibilité à moyen terme au moins, et que nous avons besoin d'être organisés. Si nous avons de bonnes équipes, si nous avons de bonnes compétences, si on se respecte les uns et les autres, si nous aidons nos étudiants et nos postdocs pour pouvoir travailler avec nous, c'est comme ça qu'on peut avancer. Lorsque je vais au ministère des Finances, et je leur dis, voilà, j'ai besoin de 4 postes budgétaires pour telle filière. Mais je n'ai pas. Je lui dis, moi j'ai l'argent, donne-moi la possibilité de pouvoir recruter sous contrat. On le fait maintenant. On fait sous contrat. On recrute sous contrat d'une année renouvelable pendant 2-3 années, tant qu'on a les moyens pour le faire. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, ça se fait dans le cadre du contrôle budget. Mais si tu ne l'as pas, ça devient difficile. C'est pour ça que nous devons tous travailler ensemble. Il y a les expériences, les bonnes et les mauvaises expériences en fonction des institutions. Il faudrait qu'on se positionne, qu'on s'entraide ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Alors, la fiscalité, j'en ai déjà parlé. Alors, au niveau, bien entendu, au niveau forestier, moi je suis d'accord avec les thématiques qui ont été proposées. Comme j'ai fait un détour quelque part de ce côté, je sais qu'il y a énormément de besoins et beaucoup de travaux de recherche ont été faits. Mais lorsque vous avez une institution de recherche à l'intérieur d'un département administratif, ça devient extrêmement difficile de pouvoir gérer les moyens, ni gérer les hommes, etc. Le statut n'y est pas, etc. C'est ça qu'il faudrait encore travailler sur cet aspect-là pour pouvoir l'améliorer. La partie UNESCO, c'est tout à fait, ce que vous avez proposé, c'est tout à fait essentiel pour la recherche et les gens ne diront pas non. Si vous savez, dans la recherche, lorsque vous avez les politiques, vous discutez avec eux, tout le monde est d'accord. C'est très important, oui, mais dès que vous sortez, les moyens ne suivent pas. Quelque part, on vend le vide. Et lorsque vous venez vraiment pour travailler, oui, mais on a des difficultés, attendez, il y a tout ça. Et puis, si vous répondez, c'est déjà bien. Mais il faut persévérer. Je pense qu'il ne faut pas abdiquer. Il faut vraiment persévérer, il faut continuer à travailler, il faut interpeller les gens. Il faut demander à certains parlementaires de temps en temps de poser les vraies questions pour interpeller les pouvoirs publics par rapport à ce qu'ils peuvent donner au niveau de la recherche. Mais bien entendu, il faut avoir des patrons qui sont adeptes et qui peuvent appuyer et qui peuvent donner leur point de vue et pousser pour que ce soit fait. Bien sûr, le problème des ressources humaines est un problème général dans toutes les institutions. Nous avons une population de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui a vieilli. Certainement. Nous n'avons plus de postes budgétaires comme on l'avait pendant les années 70 et 80. La plus grande partie des chercheurs, des enseignants-chercheurs sont aujourd'hui entre 55 et 65 et vont partir très rapidement. Et il y a un besoin de renouvellement extrêmement important dans le pays. Ça, c'est un dossier également sur lequel il faut absolument travailler. Et il faut avoir l'argumentaire. Il faut vraiment avoir l'argumentaire pour pouvoir le faire. Bien sûr, la base de données, comme j'ai dit, sur l'Arganier, ça c'est un des objectifs du Centre national de l'Arganier qui va être mis à Agadir. Un des objectifs, c'est ça. C'est de rassembler toute l'information, une veille informationnelle pour pouvoir le faire. Et le congrès est un élément essentiel dans tout ceci. Et l'organisation, bien entendu, j'ai entendu tout à l'heure que l'ANZOA pourrait s'être chargé, disons, de la gestion. Impossible. Ces procédures sont exactement les procédures des autres administrations. Vous ne pourrez pas le faire. Comment vous allez avoir? On peut faire des conventions. Il a un avantage parce que l'ANZOA aujourd'hui est autorisé par les finances comme établissement public de faire des conventions avec d'autres. Chose que moi je n'ai pas. Je ne peux même pas transférer un sou de l'INRA à l'IAV, par exemple. Parce que nous sommes établissement public et le ministère bloque les transferts d'argent. Nous avons eu des opportunités énormes de gérer l'argent international. Mais il faudrait transférer l'argent dans différents pays. Non, nos finances ne le permettent pas. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudrait absolument travailler. Et l'idée d'avoir une fondation de gestion des moyens financiers est un élément qui nous semble intéressant. Mais nous devons le travailler dessus, le préparer, avoir l'argumentaire. Et je suis sûr que si on a un bon ministre, il peut le faire passer par la suite. Parce que c'est un élément important. Et nous devons montrer à tout le monde que nous sommes capables de créer de la richesse.
dans le pays. C'est connu, il n'y a pas de problème, mais nous devons le montrer avec des résultats. Pas parler dessus, mais avoir des résultats pour pouvoir dire, vous m'avez donné 100, à partir de ces 100, je peux vous rapporter à moyen terme 500. Mais donnez-moi le temps pour travailler. Ne me dites pas, je te donne, donne-moi demain. C'est pas ça. La recherche, c'est un investissement à moyen et long terme. L'agenda de la recherche, ce n'est pas un agenda politique. C'est un agenda d'investissement à moyen et à long terme. Il faut éduquer quelquefois les politiques dans ce sens. Il faut les écouter aussi parce que quelquefois, ils nous posent des questions clés sur des choses que le secteur en a besoin et sur lesquelles nous ne travaillons pas. Nous sommes éparpillés, je travaille sur n'importe quoi, mais je ne travaille pas sur les priorités du pays. Il faut qu'on recadre également ce que... Et c'est pour ça que ce volet, cette filière Argani est une filière fédératrice. Vraiment parce que les objectifs sont clairs. C'est un patrimoine à préserver. C'est également une filière à haute valeur ajoutée sur laquelle nous devons travailler tous ensemble. Mais nous devons être intelligents pour laisser les égos de côté, travailler en commun et apporter la richesse à ce pays. Voilà ce que je voulais vous dire.